Bonjour à tous, je vous propose de commencer. Donc, moi je suis Antoine Peuzé, coach sur une partie UX, Agile. Je travaille donc chez ADO depuis 2 ans. Je suis accompagné aujourd'hui de Simon Canizares, qui est manager d'une Digital Factory chez ADO, ainsi que de Jean-François Chelowski, qui est officiellement le premier Product Owner recruté par ADO. C'est fort, donc... ADO, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est une entreprise mondiale, plus de 110 000 employés dans le monde, dont la mission est d'être utile aux différents habitants. Elle regroupe des enseignes comme Leroy Merlin, The Mur, Bricoman, etc. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes 3? Ça nous paraît assez intéressant de vous proposer une triple vision. Une vision managériale d'un côté, une vision opérationnelle de l'autre, et enfin une vision méthodologique sur notre sujet. Pour commencer, je voulais citer une personne qui nous a fait ce retour. Donc, ah, vous êtes prêts? On s'y attendait pas. Alors en fait, ça, c'est une enseigne qui nous a répondu après qu'on ait livré une évolution. Et cette évolution, elle fonctionnait et on l'a livrée en temps et en heure. Voilà, on a réussi à faire ça. Et quand on reçoit cette phrase-là, moi j'en sens la surprise, je me dis tiens, c'est révélateur de quelque chose. C'est révélateur que les relations entre métier et IT sont souvent tumultueuses. Et on le sait. C'est un legacy qui est existant, qui n'est pas testé. C'est des équipes qui sont surchargées, avec de multiples projets dans tous les sens. Bref, la vie. Tout le monde connaît un petit peu ça. Le problème avec ça, c'est que souvent, les relations s'éloignent. C'est-à-dire que les personnes ont tendance à s'éloigner. Et lorsqu'il y a éloignement, il y a une réduction de la communication, donc une réduction de la confiance, et ainsi, on voit apparaître une défiance. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai repéré dans l'exemple que je vous ai passé juste avant, c'est une défiance. Que l'on ait une enseigne qui nous dise, il y a des surprises, alors qu'on livre quelque chose qui fonctionne en temps et en heure, c'est quand même révélateur de quelque chose qui n'est pas net. Malheureusement, c'est très souvent le cas. Or, pour nous, on pense que la proximité entre tous les acteurs est la clé de la réussite. Proximité avec le métier, on va en parler, mais aussi avec les utilisateurs. Et donc, en réalité, on le sait, la proximité, c'est quelque chose qui est quand même pas simple à mettre en place. Ça demande du temps, ça demande des moyens, ça demande de l'énergie, donc c'est lourd, c'est pas simple. Mais c'est tellement puissant qu'on l'a mis dans notre manifeste. Le manifeste de notre Digital Factory, c'est la proximité de devenir un réflexe, puisque c'est un vecteur d'engagement pour tous chez ADO. Alors comment on a mis en place cette proximité? On s'est aidé de la Digital Tribe. La Digital Tribe, c'est le nom de notre Digital Factory, à travers laquelle on a mis en place tous les process et des manières de faire, des méthodologies, pour entretenir cette proximité. Concrètement, qu'est-ce qu'une Digital Factory? La manière dont nous l'avons traduite est la suivante. C'est un laboratoire interne pour goûter à de nouvelles pratiques. En réalité, il s'agit d'une équipe, à la base, développeurs, entrepreneurs, UX, etc., qui va intervenir sur la production de produits, en réalité, produits logiciels. Mais pas que. Son objectif derrière est de commencer, de faire un premier pas dans des nouvelles manières de faire. Et c'est un changement fondamental, puisque habituellement, le métier, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a besoin d'une application, il appelle des prestataires, il envoie un cahier des charges, et puis il vienne ce qu'il arrive. C'est pas ce qui s'est passé pour nous. On a quelqu'un qui était suffisamment motivé pour réunir des personnes chez ADO et lancer cette initiative. Et on est passé d'un mode de fonctionnement projet, début, fin, cahier des charges, à un mode de fonctionnement produit, où il y a un investissement sur du plus long terme. Et ça fait 2 ans que l'équipe est lancée, et la plupart des personnes qui étaient là initialement sont encore présentes aujourd'hui. Alors donc on va vous expliquer comment on a créé cette Digital Factory et au final quels sont les enseignements qu'on en tire et quels sont les facteurs clés de succès. Parce qu'avoir une équipe qui est là et qui est différente dans une grosse entreprise, c'est pas toujours facile. Alors déjà, quelques chiffres. Aujourd'hui, l'équipe, donc ça fait 2 ans qu'elle a été lancée. À la base, on était 7 personnes. Aujourd'hui, on est 25. Alors en proportion, à peu près, on a un quart d'UX, un quart de PO et la moitié de développeurs. À peu près. Et donc au final, au début, notre
parti pris, c'était de ne pas avoir de frontières. En fait, moi j'étais rattaché à une entité, à une communauté, mais on bossait vraiment avec tous les gens qui avaient envie de bosser avec nous. On est vraiment arrivé avec ce parti pris-là, parce que pour nous c'était essentiel comme clé de réussite. Et donc on a bossé avec les RH, on a bossé avec le marketing, on n'avait vraiment aucune frontière, en tout cas au sein de l'entreprise. Et au final, notre pitch, c'était vraiment d'être un cheval de Troie, au sens positif du terme. D'être dans l'entreprise et de venir contaminer les gens, leur donner envie, y goûter, y tester, et vraiment sous un format expérientiel. On ne bossait pas pour eux, mais avec eux, on avait des responsabilités en commun, et vraiment, on leur faisait vivre des choses pour leur donner envie. C'est en ça où c'était vraiment un cheval de Troie, de trouver et de construire des ambassadeurs qui avaient envie de propager ça au sein de l'entreprise. Par rapport à pourquoi on a créé cette Digital Factory, maintenant on va vous parler de quels sont pour nous les facteurs clés de succès et 5 conseils de commencer avec une équipe qui est dédiée à un produit dans un contexte favorable, qui est essentiel. Mixer agilité et UX, aujourd'hui on est ici pour parler d'agilité mais pas que, il y a d'autres choses qui sont importantes en tout cas à nos yeux. Comment on va entretenir tout ce cadre et cette méthodologie. Le management aussi qui doit être plus libérant et vraiment pousser à partager au sein de votre entreprise. Alors, conseil numéro 1, on va vous expliquer comment on a construit cette équipe, ce laboratoire, sur quel fondement. Alors, tout a commencé donc par le recrutement d'une petite équipe, 4 devs, une UX/UI dédiée au projet, donc quelqu'un qui est responsable de la vision utilisateur au sein de notre équipe à plein temps, un PO et un coach, Antoine. Ensuite, on a eu un sponsor suffisamment haut placé, le directeur marketing, qui nous a supporté sur le projet. Il croyait vraiment au sens du premier projet qu'on allait lancer. Il était aussi enchanté par les méthodologies qu'on allait mettre en œuvre. Donc, on a lancé une première application mobile qui s'appelle l'application MyHome, une application destinée aux collaborateurs, à tous les collaborateurs d'AD. Ensuite, pour nous, c'était important d'avoir un cadre clair. Donc, on avait, grâce à un design sprint, on a pu définir le cadre d'un premier MVP de ce projet, et on a ciblé un public sur lequel on pouvait faire un premier test de notre application. Donc on est parti au Portugal, parce qu'en France, c'était compliqué dans notre application. En France, on a 30 000 collaborateurs chez ADO, 14 enseignes différentes. C'est un écosystème super complexe. On s'est dit, l'application, on va la lancer au Portugal. Il y a 5 000 utilisateurs, 2 enseignes. Ensuite, il a fallu cadrer correctement ce projet. Alors, l'équipe était réunie, on arrive, on démarre le lundi. Voilà, tout le monde est là. On commence à stresser, on sait que dans 3 mois, on doit sortir quelque chose. Antoine nous dit, les gars, on va prendre un café, on va se poser, et on va discuter pendant une semaine autour du projet. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette semaine? Eh bien, on a appris déjà à se connaître tous ensemble. Antoine nous a fait l'historique du projet, on a compris pourquoi on était là et ce qu'on devait faire. On a réécrit tous ensemble la vision du produit. Donc, tous ensemble, le métier, l'IT, notre sponsor, tous ensemble, on a réécrit la vision du projet en une phrase. Ensuite, on a défini clairement les rôles et les responsabilités de chacun des acteurs du projet. Super important. Et après, on a discuté d'agile, du X, parce que dans l'équipe, certaines personnes avaient déjà fait de l'agile, d'autres non. Moi, par exemple, je connaissais un petit peu l'UX, mais juste des concepts. Et on nous a expliqué comment ça fonctionnait, et ensuite on a discuté de comment on allait mettre ça en œuvre, quel process, quel rituel on allait faire, de quelle façon on allait les animer. Et enfin, on a aussi choisi, nos technos. Enfin, quand je dis on, ce sont les développeurs, on choisit les technos. On n'a pas demandé aux architectes d'ADO de choisir les technos pour nous, on s'est affranchi de ça parce qu'on devait aller vite. Voilà, donc on devait être en prod assez rapidement, donc on a choisi nos technos. Donc voilà, une fois que vous avez un projet, une fois que vous avez construit votre équipe, vous avez une équipe dédiée à ce projet et que le cadre est clair, et ben, vous pouvez lancer votre Digital Factory. Parce que le contexte est favorable. Conseil numéro 2. Maintenant, on va vous parler d'Agile et du X. Parce qu'on a ces deux méthodologies qu'on a mélangées au sein de nos projets. Je vais commencer par l'Agile. Alors, je ne vais pas vous parler d'Agile, hein, enfin si je vais vous parler d'Agile, mais je vais plutôt vous parler des concepts qui m'ont marqué
qui m'ont marqué depuis 2 ans. Le premier, pour moi l'agile c'est pas une méthode, mais c'est un état d'esprit dont l'un des piliers est la résolution pragmatique des problèmes. Alors un exemple, cet été, il y a une ancienne qui vient nous voir, Brickman, c'est une ancienne qui est faite pour les pros et les artisans, et qui nous dit, ça fait 2 ans qu'on doit sortir qu'on doit offrir de la fidélité à nos collaborateurs. On a vraiment besoin de le faire, notre programme est super complexe, on veut que nos collaborateurs comprennent ce programme. Mais on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que le système de fidélité actuel de Brickman, il ne sait pas gérer les collaborateurs. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? On leur a dit, bon ok, on va y réfléchir. On s'est revu une semaine après, et on leur a dit, nous, ce qu'on propose, c'est de faire une application mobile qui prend la complexité de la feed, et en attendant que vous puissiez faire votre montée de version tranquillement. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a trouvé des solutions. Alors on ne répondait pas à 100% des besoins, mais à une bonne partie. Et on a pu lancer cette application ensemble en trouvant des solutions pragmatiques. Concept suivant. Livrer les bonnes fonctionnalités, celles qui ont de la valeur dans un écran. Voilà. Ce que j'ai appris, c'est qu'il ne fallait pas forcément livrer un maximum de fonctionnalités, mais livrer les bonnes fonctionnalités et des fonctionnalités qui sont abouties. Alors on peut prendre l'exemple, nous, on travaille beaucoup autour de la fidélité. On a des tunnels, donc des tunnels d'adhésion. Et on est souvent, ces fonctionnalités-là, on les a refait entre 5 et 10 fois. Pourquoi? Déjà parce que les systèmes de fidélité évoluent, mais aussi parce qu'on fait des tests utilisateurs. Donc on se rend compte que voilà, il y a des choses qui sont à revoir, des choses qui ne fonctionnent pas. Donc on doit refaire les choses 5 et 10 fois, et on est super à l'aise avec ça. Ça ne vous dérange pas de refaire les fonctionnalités pour qu'elles soient, entre guillemets, parfaites. Ce qui est important aussi, c'est la transparence et le feedback. Donc la transparence dans l'équipe, avec aussi à l'extérieur de l'équipe, et aussi être à l'aise avec le fait qu'on ait du feedback sur le projet. Alors, pour illustrer ça, il y a moi une chose qui m'a vraiment marqué. C'est autour de... On faisait notre 3e démo rétro, et on va voir le manager du projet, on lui dit sur le dernier sprint, tu n'as pas été présent, tu étais en formation, après tu es parti faire une conf à Madrid, c'est cool, hein, mais et nous on a été bloqués pendant ce sprint, on n'a pas pu avancer correctement, on n'a pas pu prendre des décisions. Parce que c'était le premier sprint, on n'était pas encore autonome sur le projet. Et on a pu lui faire ce feedback et trouver une solution pour qu'il soit plus présent et lui faire comprendre qu'on avait besoin de lui tout au long du projet. Et enfin, je vais aussi vous parler de co-idéation et de co-construction. Tout ce qu'on fait, on essaie de construire ensemble, parce que je suis persuadé que quand on construit quelque chose à plusieurs, on est meilleur que quand on le fait tout seul. Alors, un des exemples que j'ai en tête, c'est quand on construit par exemple nos user stories, on implémente un petit peu le Tres Amigos. Donc, ce que je fais, moi en tant que PO, je rédige une première trame de la user story avec l'UX. Et ensuite, on fait un petit point avec les développeurs et on les relie ensemble. Et le développeur peut avoir des retours sur le métier, sur le design de l'application. Et moi, je peux très bien lui faire des retours sur la technique. Je vais dire, voilà, est-ce que tu penses que cette fonctionnalité va peut-être impacter tel autre? Et donc, chacun peut contribuer à la construction des user stories. Alors maintenant, je vais aussi vous parler du UX et surtout d'une chose qui m'a vraiment marqué, c'est le test. Alors, l'anecdote, c'est que voilà, on avait fait 2 sprints sur notre premier projet. Antoine débarque dans le bureau et il me dit « Bon les gars, la semaine prochaine, on part au Portugal pour tester l'application. » Je regarde mon collègue, le développeur US, je lui dis « On va fumer une claque, on va en parler. » On est là, parce que là, et il me dit on n'a qu'un embryon d'application, on va aller le tester. Je dis « Ouais, c'est le coach qui l'a dit, on va le faire, hein. Il y a pour ça. » Et donc on est parti au Portugal, et cette expérience, elle a vraiment changé ma façon de faire du logiciel et ma relation par rapport aux utilisateurs. Alors pourquoi? Déjà parce qu'on a réussi à tester l'application. Alors certes, il y avait des embryons, mais les utilisateurs pouvaient comprendre la logique de l'application, on avait des maquettes pour accompagner les features qui n'étaient pas forcément terminées. Et on a pu se confronter au terrain et se rendre compte de ce qui était important pour l'utilisateur et de ce qui n'était pas important pour l'utilisateur. Une fonctionnalité A qu'on pensait hyper importante, en fait on s'est rendu compte qu'elle apportait finalement peu de valeur, l'utilisateur l'a trouvé cool. Une fonctionnalité B qu'on trouvait peut-être secondaire, en fait elle était vachement importante pour l'utilisateur.
Voilà. Alors c'est important de dire qu'on est partis tous ensemble faire ces tests, hein. Donc tous les développeurs, le PO et l'UX. Et ce qui a été fort, c'est on est parti 3 jours, et le dernier jour, ce qu'on a fait, on a fait une restitution, tous ensemble. Voilà moi ce que j'ai remarqué pendant le test. Et suite à ça, on a pu faire notre roadmap, et on a revu notre roadmap par rapport à la vision utilisateur. Excusez-moi de vous interrompre, mais votre organisation, en fait, le PO, l'UX était ici, et tous les développeurs au Portugal, vous avez une... En fait, non, on développe ici pour le Portugal. On développe depuis la France pour les Portugais. D'accord. Voilà. Donc voilà. Donc cet après-midi, voilà, on a fait 10 ou 15 tests de ce type depuis 2 ans. Et cet après-midi, je vais chez Alice Davis, Grand Place, pour faire un test utilisateur, un déploiement d'application pour les collaborateurs d'Alice Davis. Et comme d'habitude, on va faire ça en magasin. Donc là, vous avez des petites photos qui illustrent les ateliers. Donc là, on est en magasin. Là, on est au siège. Là, c'est moi avec la mascotte de Vaki. Avec la tête de la mascotte de Vaki. Donc voilà, notre conseil, c'est investissez dans l'agile sans oublier l'UX. Ces deux méthodologies mêlées sont hyper puissantes. Et aujourd'hui, moi, je ne saurais plus faire l'un sans l'autre. À présent, je vais vous parler de méthodologie. Donc ça va faire un peu écho à ce que disait Jürgen Appelo ce matin. Donc on va vous expliquer nous comment on voit les choses. Alors, 2 grandes phases, discovery et delivery, donc la découverte, pas de code, puis après un peu de code. La première étape, c'est une étape d'exploration. On va sur le terrain, on va se mettre en proximité avec les utilisateurs pour comprendre la situation qui est vécue par les différentes personnes. On va aller notamment essayer de capter leurs émotions. Et on ne demande pas ce qu'ils veulent, on se fiche même un peu de ce qu'ils veulent. Ce qui nous intéresse, c'est comment ils vivent leur expérience aujourd'hui. Et dans cette deuxième phase de cadrage, finalement, on va itérer sur ça, on va peut-être faire des maquettes, on va tester des maquettes, etc. Et puis on va mettre en place notre méthode de cadrage, comme on a parlé de Jean-François, à travers plusieurs ateliers. Une fois qu'on a cadré ce qu'on va faire, et qu'on sait précisément quel est le futur public que l'on va adresser, en l'occurrence c'était le Portugal, eh bien on va développer, mais simplement pour ce premier public. Cette application est à la destination de tout ADO, les 110 000 collaborateurs. Mais on a fait le choix de se concentrer sur les 5 000 Portugais, puisque on voulait avoir une réussite déjà sur ce périmètre. Et donc on a fait une application pour eux. Le problème, quand on prend le plus grand dénominateur commun lorsqu'on a plusieurs équipes, c'est que souvent on fait un nivellement par le bas. Là, on voulait vraiment quelque chose qui marque les personnes pour que derrière, on vise l'adoption. Et une fois qu'on avait fait ça, on a mis notre application le plus vite possible dans les mains de l'utilisateur, 3 mois à peu près. Eh bien, il y a eu cette phase de consolidation, parce qu'on a voulu adresser la France ensuite, et on s'est rebranché au SI, il y avait plein de raccourcis qu'on avait fait, donc on a un peu nettoyé tout ça, on avait tout ce qui était faux, pour aller ensuite sur une phase de passage à l'échelle. Donc maintenant on adresse la France, demain on adresse l'Italie, l'Espagne, le Brésil, etc. Un autre point qui est hyper important, c'est ce triple cadran avec les utilisateurs, le métier et la technique. On essaye de mettre sur un pied d'égalité tout le monde. Et le positionnement que l'on prend, finalement, c'est que c'est l'équipe produit qui prend la décision. Et pour le business, c'est pas forcément évident pour le métier. Parce qu'on est en train de leur dire, passer d'un mode de fonctionnement où c'est vous qui avez le rôle de validation, il fallait qu'on vous demande avant de pouvoir faire, à un rôle de conseil. Où, en tant qu'équipe, on doit se mettre en proximité du métier, mais si jamais ou il n'y a pas réponse, c'est pas grave, on fait, on avance. Et donc ce positionnement nous a permis d'avancer vachement vite, puisque notre enjeu c'était de prendre la meilleure décision possible en fonction des problématiques du métier, mais aussi des utilisateurs et de la technique. Je voulais vous raconter 2 autres histoires qui m'ont assez marqué. La première parle de coaching. Au début, quand je suis arrivé dans l'équipe, en septembre 2016, je suis resté 3 mois. J'ai mis en place un management visuel, le cadre méthodologique, super. Je quitte l'équipe à un moment et je reviens 5 mois après. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'arrive dans la salle, donc je suis content, je revois un peu tout, je vois Jean-François, etc. Et puis, je vois le board, sur les colonnes avec les post-it, et je vois un amas de post-it sur Dominique. Je vais voir Jean-François, je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tous ces post-it? Il me dit, on ne l'a pas déplacé. Voilà, on a oublié. Et la dernière rétrospective, quand est-ce qu'elle a eu lieu? Je ne sais plus trop.
Et la prochaine, bon, on ne l'a pas encore placée. Et oui, c'est compliqué de mettre en place tous ces éléments-là, et on se rend compte que sans coaching, les mauvaises habitudes reviennent. C'est délicat de mettre en place ces moments d'échange, de proximité, parce que ça demande de l'énergie. Et c'est dans ça que finalement le coaching m'a paru important. C'est qu'il sensibilise les équipes sur l'importance des moments de communication, des moments de proximité entre tous les différents acteurs. Deuxième histoire, c'est à propos des rétrospectives. Je parle de proximité, les rétrospectives pour moi sont les moments où on a la proximité qui est la plus intense que j'ai connue. Je vais vous parler d'un élément. Donc, d'abord, pourquoi cette image-là? Parce que ce sont des différentes émotions dans le film vice-versa. Et moi, j'utilise les émotions, c'est un sujet que j'apprécie beaucoup, que je travaille depuis 3 ans, et je forme à ça. Et le point sur ça, c'est que j'essaie d'en foutre un peu partout. Et j'ai essayé de mêler ça aux rétrospectives. Concrètement, qu'est-ce que c'est? 4 post-it, joie, colère, peur, tristesse. Je demande aux différentes personnes, durant l'itération passée, 2 semaines passées, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a attristé, qu'est-ce qui vous a énervé, qu'est-ce qui vous a fait flipper. L'équipe parle, on s'écoute. Ensuite, on vote pour les actions qui nous paraissent importantes de prendre, sur les sujets qui nous paraissent importants à traiter, pardon. Et on prend des actions pour chacun des post-it qui ait au moins un vote. Et donc du coup, les actions sont nominatives, et on fait évoluer les choses comme ça. Un beau jour, donc j'étais sur Paris, parce que je ne suis pas toujours chez ADO, et je reçois un appel qui me dit, bah, écoute, on vient de faire une rétrospective, et l'organisation que tu as mise en place, bah, ça ne convient pas vraiment à l'équipe, il y a des problèmes, il y a eu beaucoup de retours par rapport à ça. On avait mis une nouvelle orga en place, Secure Team, qui grossissait, bon, je ne sais pas si vous êtes. Je me dis, bon, ok, j'ai très bien. Et là, en fait, j'ai un deuxième appel, c'est Jean-François qui me dit la même chose. C'est grave, quoi. C'est vraiment c'est dommage. Et donc le mercredi arrive. Le mercredi, c'est le jour où j'arrive sur l'île, à ADO. Et je rentre dans le bureau. On a un mur sur la gauche. Il y a un post-it. Sur ce post-it, il y a eu 4,8. Ce 4,8, c'est notre kiffomètre. Mesure le kiff de l'équipe à chaque itération. Et c'est 4,8 sur 5. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'entends qu'il y a des énormes problèmes au téléphone, et en fait, je vois que l'équipe a un kiff, la satisfaction est vraiment bonne. Donc, je lui demande, bah, tiens, tu pourrais m'expliquer, parce que je ne comprends pas. Et sa réponse était la suivante. Bah, en fait, oui, il y a des problèmes, mais on sait qu'ils vont être traités. Et ça a été un moment de fierté pour moi. Peut-être ce moment dont je suis le plus fier dans ma carrière, puisque c'était significatif que l'équipe, malgré les problèmes qu'il y avait, était parfaitement sereine. Parfaitement sereine. Et donc, ça montrait qu'il y avait une confiance dans l'équipe qui était telle que, oui, on est complètement libre de parler de ce qui ne va pas, et on va évoluer derrière. Un dernier exemple sur ça, on a un développeur dans l'équipe, prestataire, qui nous a révélé qu'il n'aimait pas le développement. Et il est devenu PO dans l'équipe. Maintenant, il est PO à plein temps dans l'équipe. Mon point, quel est-il? Entretenez votre cadre méthodologique. C'est important d'avoir des éléments par rapport à ça. Coacher par rapport à ça. Parce que c'est compliqué d'entretenir cette proximité et ces moments d'échange. Et écouter les émotions. Puisque derrière, ça va potentiellement faire évoluer le cadre. Et moi, je suis contre quelque chose qui est vraiment trop clivant. Il faut que ça puisse évoluer un petit peu et que ça corresponde aux équipes. Un des éléments clés aussi par rapport à tout ça, c'est notre 4e conseil, c'est un management plus libérant. Alors c'est un peu le management libéré, c'est un peu un buzzword. Ça peut paraître un peu bullshit, mais pour nous c'est une réalité et ça fonctionne et ça apporte beaucoup de valeur. Par rapport à ça, moi, le premier concept que j'ai envie de vous partager, c'est la différence entre un leader et un chef. Alors je vous laisse philosopher sur est-ce que Trump est un leader ou un chef. Mais en tout cas, il y a une vraie différence, une différence de posture, une différence de lâcher prise. Il ne faut pas chercher à avoir la main sur tout, il ne faut pas chercher à tout savoir, il faut faire confiance. Il y a énormément de choses dans cette posture, c'est vraiment quelque chose de différent. Le lâcher prise,
c'est essentiel. Par rapport à ça, je vais vous raconter une petite histoire. Donc l'équipe, ça faisait 5 mois qu'on était là, on venait mettre en production notre nouveau projet. C'était une réussite et on commençait à avoir tout un tas de nouveaux projets. On devait avoir 3 ou 4 nouveaux projets en plus. Et on était plus 7, mais on était 12-13 personnes. Et l'équipe commençait à se poser des questions, mais comment on va faire pour s'organiser? On commençait à avoir plein de nouveaux projets, on commençait à être beaucoup, etc. Et là, il y a une personne qui lève la main, je crois que c'était Jean-François qui lève la main, et qui dit, bah, regardez, on va mettre sur le tableau tous nos projets, toutes les compétences dont on a besoin, et on va chacun venir mettre sur quoi on a envie de travailler. Alors là, en tant que manager, on serre un peu les fesses, parce que c'est vraiment les gens qui vont choisir, et un peu comme par miracle, à la fin, bah, toutes les cases étaient remplies, même s'il y avait des projets qui étaient moins sexy que les autres, tout le monde s'était positionné, tout le monde était content, et tous les projets étaient staffés pour pouvoir les réaliser. Ça peut paraître un peu magique, mais le fait de libérer, c'est essentiel. Et il faut du lâcher prise pour ça. C'est pas forcément facile, mais il faut essayer, et petit à petit, on prend l'habitude. Par rapport à ça, il y a aussi, on a l'habitude tous de se mettre des portes mentales. Et des fois, il faut aussi des gens, et pour moi, c'est le rôle du manager, peut-être en tant que coach, d'aider les gens à ouvrir ces portes. Et moi, des fois, il y a des gens qui viennent me voir à un kit qui me disent « Ah, bah, j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas si je vais y arriver. » Et je lui dis bah, « Vas-y, essaye. » Et alors, on parle beaucoup de fail fast, se tromper, c'est bien, c'est important, se tromper rapidement aussi. Mais ce qu'il faut surtout, c'est derrière, aller comprendre pourquoi on s'est trompé. Et ça aussi, c'est une part de l'animation et du coaching qu'il faut faire, de comprendre pourquoi on s'est trompé. Et de la même façon, même quand on réussit au final, de comprendre pourquoi on a réussi. C'est essentiel. Et au final, dans le management libérant, comme je disais, c'est pas chercher à avoir la main sur tout, mais surtout à être un guide et à donner la vision de où on va collectivement, pourquoi on est là. C'est le why. Et ça, c'est essentiel. Et au final, c'est ça le cadre en fait, qu'on va se donner dans l'équipe, notre mission collective. Au-delà du développement qu'on va faire, du produit qu'on va développer, c'est notre cadre collectif qu'on se donne à tous. Et grâce à ça, les gens peuvent se rattacher à quelque chose. Aujourd'hui, dans l'équipe, il y a des personnes qui viennent, des collaborateurs de l'équipe, et qui ont un nouveau projet, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu les voir, et je ne suis même pas au courant de tout ce qui se passe dans l'équipe. Mais ce nouveau projet, ils l'ont accepté entre guillemets, même si c'est des fois du coaching pendant 3 jours, ils l'ont accepté, parce qu'ils savent que c'est cohérent avec la vision qu'on s'est donnée collectivement. Donc le conseil par rapport à tout ça, c'est surtout de donner un maximum d'autonomie aux équipes. Et tout ça à l'intérieur d'un cadre. Parce qu'on peut très bien être libre à l'intérieur d'un cadre. Et c'est pas mauvais d'avoir un cadre. Le 5e conseil qu'on voulait vous partager, c'est vraiment le fait de partager. Prendre le temps de partager et partager au-delà des frontières de l'équipe sur tout ce qu'on vit. Le but, comme on l'avait dit au début, notre pitch, c'était d'être un cheval de Troie, dans le bon sens du terme, d'aller contaminer. Et c'est en partageant aussi qu'on va contaminer et faire témoigner les gens sur ce qu'ils ont vécu. Et par rapport à ça, on a une histoire assez intéressante. On a accompagné le contrôle de gestion sur de l'exploration utilisateur. Ils voulaient changer leur process de contrôle de gestion. C'est de l'UX. L'UX, c'est pas forcément faire du graphique. Et donc, on a été faire de l'exploration des interviews, et donc avec notamment un contrôleur de gestion qui est venu avec nous pour découvrir un peu ce que c'était. Et aujourd'hui, ce contrôleur de gestion, il y a eu vraiment une révélation. Il est revenu me voir, il me dit écoute, Simon, ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien me former, j'aimerais bien essayer. Donc, il est venu faire un vie-ma-vie dans l'équipe. Et aujourd'hui, ça l'a vraiment transformé à tel point qu'il est en train de changer de métier. Il passe de contrôleur de gestion à UX designer. Et pour la petite histoire, en fait, il rejoint l'équipe lundi prochain. Mais c'est grâce à tout ça et à l'expérience qu'on vit et qu'on partage qu'on arrive à contaminer. Et au-delà de ça, on a travaillé sur plein d'autres choses. On a fait de la formation pour sensibiliser les gens à l'UX, pour sensibiliser les gens à l'agile. On a une communauté qui va être plus grande que juste la Digital Tribe. On a lancé des tribus, donc c'est des communautés de pratique avec forcément l'entreprise se transforme, on n'est plus tout seul, il y a d'autres UX, d'autres PO. Donc on a pris un peu le lead pour lancer ces tribus, rassembler des gens. Et l'équipe au final est toujours là, elle est à disposition pour les gens qui veulent essayer. Il y a des gens des fois qui viennent nous voir, tiens j'ai un nouveau sujet, j'ai entendu parler de vous, alors on leur explique un peu ce qu'on fait, comment on le fait, et puis on leur dit écoute, on va bosser un peu avec toi si tu veux, on va y aller ensemble, et puis on va te montrer ce que c'est, et on va t'accompagner un petit peu au début. Et après, si ça passe en mode projet, ça passe en mode projet, c'est autre chose. En tout cas, l'équipe est là vraiment pour aider à accompagner au début.
Et après, on a aussi partagé au-delà des frontières de notre entreprise. Et notamment une rencontre qui était assez magique avec le département du Nord. C'est une institution qui bouge, qui essaie de bouger, de se transformer. Et on a eu des échanges hyper intéressants avec eux. Et le fait de partager, c'est essentiel. Et donc le dernier conseil par rapport à tout ça, c'est vraiment pousser les équipes à partager, à prendre le temps de partager ce qu'ils vivent et les expériences qu'ils ont vécues. Pour terminer, je souhaitais simplement répondre à la question suivante. Dois-je lancer une Digital Factory? Si la réponse est oui par rapport à tout ça, il pourrait s'avérer que ce soit une bonne solution. Tout d'abord, je cherche une porte d'entrée pour diffuser de nouvelles pratiques. Vraiment comme ça. On peut le faire en interne, mais il faut former, c'est un peu compliqué, c'est un peu lourd. Donc, une porte d'entrée pour tester des choses. Une équipe à part. J'ai des moyens et un sponsor qui me soutient. Je suis prêt à laisser de l'autonomie aux équipes, c'est ce qu'on disait. Et enfin, je veux construire des équipes pérennes dans le temps. Un investissement. C'est pas juste pour créer un petit truc, c'est vraiment pour goûter à des choses. Et donc, cette notion d'investissement. Il y a deux conséquences à notre expérience. La première, c'est qu'on a finalement une équipe qui produit des choses qui ont de la valeur, qui est reconnue et qui s'éclate. Et cette définition, c'est Jean-François qui m'a donné quand on travaillait le support. Et en fait, je trouve que c'est parfaitement révélateur de ce qu'on vit aujourd'hui. Et il y a une vraie fierté des équipes et une grande satisfaction des équipes, notamment au sein d'ADO. On n'a plus de mesure. Et enfin, on a un véritable partenariat et avec le métier et avec les utilisateurs qui mène à l'engagement. C'est ce qu'on disait tout au début. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fonctionne effectivement en partenaire avec le métier. On n'est pas juste client-prestataire. On arrive en apportant tout un vernis méthodologique et on a même des clients, enfin des gens du métier qui sont assez agréablement surpris par toute la méthodologie qu'on apporte. Et du coup, ça les rassure. C'est que l'agilité, ça fait flipper, mais là, ça les rassure. Et le dernier élément dont je voulais parler, c'est par rapport aux utilisateurs. Pour déployer notre application en France, on a eu 3 zones pilotes. Lille, Bordeaux, Marseille. Donc, proximité oblige, on est allé là-bas. Chaque fois, donc avec toute l'équipe, on a eu des moments donc, avec les différentes enseignes, Laurent Merlin, Zodio, on a invité les personnes à télécharger l'application. Elle est sur les stores publics, on explique, on est présent, bref, ce sont des moments assez uniques qui sont assez sympas. Au bout de 6 mois, on a lancé ça, on se rend compte que dans l'usage, il y a autant de personnes qui sont hors pilote dans le reste de la France, Grenoble, Lyon, Brest, que dans le pilote. Ça veut dire que les ambassadeurs qui sont apparus dans ces zones-là, à Lille, à Bordeaux et à Marseille, ont en fait été tellement engagés qu'elles en ont parlé autour d'elles. On a eu des posts sur Facebook, on a eu des choses assez sympas, qui fait qu'on a une viralité de l'application. Et donc cette proximité, elle a mené à ça. À chaque fois, ce qui marquait les personnes, c'était on voit les développeurs, on voit les informaticiens qui viennent, et ça les touchait. Ça les touchait vraiment qu'on puisse se déplacer par les. On aurait aimé vous montrer une vidéo qui révèle un peu tout ça, mais malheureusement, petit problème technique. Donc, on s'affranchira de ça. Et on s'arrêtera donc sur cette bonne parole. Merci de votre attention.